Si vous êtes venu aux rencontres de Sophie, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour la beauté du geste. Parce que vous avez bien compris que ni vous ni moi n'attendons une chaire universitaire, une publication dans une revue prestigieuse, ni même une rémunération totalement gratuite. Donc si nous sommes là, c'est que ce que nous faisons ensemble, c'est de questionner l'idée de beauté. Bref, faire un petit peu de philo. Rien que pour le plaisir et non pour viser toutes sortes de choses. Rien que le pur exercice de penser sans penser à autre chose. Et ainsi, Montaigne, dansant, disait-il, « Quand je danse, je danse ». Et si là était la beauté de l'agir. Et si, pour parler comme Nietzsche, ou faire un petit clin d'œil à la conférence dansée de Julie Clorec et Michael Lafontaine, si là était le gai savoir du penseur qui est parfois si proche de la danse. Le beau geste évoque immédiatement la beauté du mouvement, et on l'a vu pour le football, c'était magnifique. La beauté d'un corps qui est formé par la discipline de la danse ou du football, d'un sport exigeant. Mais nous ne dirons pas du saut gracieux d'un chevreuil que c'est un beau geste, si tant est que pour nous, le geste désigne le mouvement du corps intentionnel, celui d'un être doté de conscience. Nous considérons que les animaux n'en ont pas, enfin ça peut se discuter, mais enfin on dira que non. Et donc le mouvement des bras, des jambes, de la tête dessine des figures qui ont été travaillées et qui affectent non seulement notre vue, nous les spectateurs, mais aussi notre imagination, notre intelligence. Ces gestes sont jugés beaux quand ils semblent s'accorder parfaitement à l'intention, à la finalité du mouvement, à la nature de l'être en mouvement. Bon, afin d'éviter les poncifs sur la beauté des êtres naturels, toutes les photos clichés, j'évoquerai dans le même ordre d'idées le geste précis et efficace de l'artisan, dans les métiers qui impliquent une très haute technicité, mais aussi une belle inventivité. Le mouvement, par exemple, de la dentelière, mais aussi du fraiseur ou du tourneur en mécanique. Bon, rien à voir avec le mouvement frénétique de petites poussettes, vous voyez ce que je veux dire, hein, sur son smartphone. Alors, à ce moment-là, il faut analyser pour elle-même la forme visible du geste. Et notre réflexion va bifurquer vers l'impression qu'il peut y avoir un excès dans la perfection d'un geste acquis au prix d'exercices répétitifs qui font violence au corps. Le ballet classique offre-t-il encore le modèle de la perfection du geste? Le film de Cédric Klapisch, encore, montre l'envers de cette perfection fragile mais douloureuse. Bien d'autres formes de gestuels dansés, notamment à Bali, présentent une autre idée de la beauté, moins athlétique, plus poétique, plus spirituelle peut-être. Mais que nous inspirent les gestes des athlètes, toujours plus efficaces, plus performants. Bon, on les regarde plus vraiment, ils sont trop rapides. En fait, on attend le résultat, la victoire. Combien de temps? On attend l'arrêt du geste quand tout est fini. Et que dire du visage des concurrents d'un 100 mètres ou d'un saut à la perche crispé par l'effort? Bon, ils démentent la beauté du pas ou du saut, ils apparaissent contre nature. Les corps disproportionnés des forçats de la natation n'évoquent alors plus du tout la glisse élégante des poissons ou joyeuse des dauphins. Alors ces remarques nous amènent enfin à notre question axiologique. La beauté du geste a-t-elle une valeur morale? Et là, la beauté d'un point de vue objectif, platonicien. C'est un lieu commun de la philosophie. En répétition, vous allez en avoir. Heureusement que je passe pas à Z. Mais la philosophie platonisante, le beau, le bien, le vrai, ne sont que des avatars de l'un, principe suprême de l'intelligible, de l'absolu. Ainsi, la beauté est, comme le bien moral, l'expression du divin intelligible dans le monde sensible. Les idées, formes intelligibles, sont les modèles d'un ordre parfait qui gouverne chaque chose dans notre monde sensible. Les réalités visibles sont alors comme des manifestations plus ou moins dégradées de cette perfection originelle. Quand les artistes ne font qu'imiter les réalités sensibles, ils descendent encore d'un degré dans la perfection. Les œuvres d'art idéales, bon, pour Platon, ont pour finalité, au contraire, de spiritualiser le sensible. C'est tout l'enjeu de l'Hippias majeur, qui n'aboutit à rien d'ailleurs. Une belle musique ou un beau poème, selon Platon, doit élever l'âme vers le divin.
Cet idéalisme impose de contempler les œuvres d'art loin de toute sensualité, car seule la joie spirituelle est à l'aune de l'art divin. Alors, par analogie entre les beaux-arts et l'art de vivre, le geste idéal exprime la perfection en l'homme, c'est-à-dire la sainteté d'un comportement. Ainsi, Socrate, toujours dans Hippias majeur, donne-t-il ses leçons de philosophie pour l'amour de la sagesse, contrairement aux sophistes qui demandent une rétribution. Et le Christ offre sa vie en sacrifice. Agir avec une volonté bonne, c'est-à-dire pure, sans arrière-pensée ou mauvaise intention, serait-il le critère du beau geste? C'est ce que semble insinuer, mais de façon beaucoup plus prosaïque, le titre de l'émission télévisée, Beau geste, que vous avez peut-être vu, dont la seule finalité est de célébrer le cinéma et non d'en faire la promotion commerciale. Mais il faut quand même considérer que la beauté est d'abord relève d'un jugement, donc de la subjectivité. Donc je vois la beauté du geste et je m'interroge de savoir si elle vaut comme symbole de la moralité. Et encore Kant. Et oui, on ne peut pas s'en passer. Hein. Alors il paraît assez difficile de déterminer par un jugement de connaissance théorique la qualité morale d'un comportement. Il faut faire appel à une autre capacité de notre esprit, à ce que Kant appelle la raison pure pratique. Et il nomme faculté de juger cette capacité qui s'exerce dans les jugements esthétiques. Et donc il s'agit de voir le rapport entre les deux. Sans entrer dans les arcanes de la philosophie critique, considérons que face à ce qui provoque la réaction en nous, c'est beau, l'esprit n'applique pas une catégorie à ce qu'il perçoit, il n'y a pas de modèle préétabli de ce qui suscite cette idée du beau, et c'est au contraire la rencontre singulière avec une chose qui évoque en nous cette idée du beau. Alors, comment les belles choses agissent-elles en nous pour que nous associons ce sentiment esthétique à un sentiment moral? C'est ça ma question. Selon Kant, c'est par une représentation symbolique. La belle chose agit comme une représentation indirecte d'un concept appartenant à un autre domaine, en l'occurrence le domaine de la moralité, c'est-à-dire pour Kant, celui de la volonté bonne ou la faculté supérieure en l'homme de désirer, agir moralement, ce qui implique aussi sa liberté. C'est donc par une réflexion, une réflexivité, que le jugement esthétique se transforme en jugement de valeur morale. Ce qui est jugé beau l'est immédiatement sans concept, alors que le jugement moral passe par le concept de liberté, liberté qui va choisir la loi morale. Cependant, à l'instar du jugement esthétique, le jugement moral aussi est désintéressé, en ce sens qu'il ne dépend d'aucune cause externe, surtout pas la recherche du bonheur, hein, vous l'avez bien compris. L'impératif catégorique signifie que la loi morale ne vaut que par elle-même, exactement comme la beauté d'une œuvre d'art. Le sentiment de la beauté se manifeste dans la libre expression de toutes les facultés de l'esprit, sensibilité, imagination et entendement, qui alors ne s'opposent plus, mais s'harmonisent. C'est ça qui procure une satisfaction, mais on l'a vu, hein, bien différente du pur plaisir sensuel qu'on trouve dans la consommation ou la possession des choses. Enfin, bien que subjectif et individuel, le jugement esthétique tend vers l'universel, de même que le jugement moral. C'est bien le principe là, de la morale, et faire que ma maxime soit universelle, de même que mon jugement esthétique, je souhaite que tout le monde le partage. Donc on souhaite à la fois que nos goûts esthétiques supérieurs et nos valeurs morales soient partagés. Kant veut donner pour preuve de cela que notre esprit fonctionne de manière analogique en passant de l'esthétique à la morale par des expressions du langage ordinaire. Ainsi, dit-il, quand nous jugeons beau un bel édifice, nous disons qu'il est majestueux ou magnifique, qui sont des qualificatifs moraux. Ainsi, selon Kant, expurgé du plaisir, sensible, le goût des belles choses rend possible un passage en douceur de l'attrait pour des formes sensibles vers un intérêt moral. Or, là, il y a un petit problème. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, puis dans d'autres parties de sa théorie morale, Kant distingue l'acte extérieurement moral, parce que seulement conforme au devoir, et l'acte vraiment moral, car uniquement fait par devoir, sans aucune autre motivation. Ah oui, mais il s'interroge aussi sur la possibilité de connaître en réalité l'action purement morale. Seul Dieu pourrait la connaître. En effet, nos actes, dit-il, sont aussi l'expression de pensées inconscientes qui échappent à notre conscience. Alors qu'en est-il d'un acte généreux,
de la grande âme, dont parle Descartes, dans une conception religieuse qui est dominée par l'idée de péché original. D'ailleurs, cette prétention à la générosité relève de la présomption. Mais si on prend le point de vue de la psychanalyse, cette fois-ci, on voit bien que il y a beaucoup d'autres raisons de ne pas créditer d'emblée d'une parfaite innocence les beaux gestes. Laissons donc un instant le problème de l'intentionnalité secrète des gestes et ne considérons que leur forme visible, indépendamment d'un contenu éthique. Donc on arrive à l'esthétisation des conduites. Alors là, je passe tout à fait à un autre type de philosophie. Dans la beauté du geste, Jean Gallard, qui est un philosophe contemporain et qui fut un temps directeur du service culturel du musée du Louvre, envisage une extension du domaine esthétique vers une poétique de la conduite, une poétique de l'existence quotidienne pour échapper à la monotonie de la vie prosaïque. Il semble ainsi opposer poésie et prose. Mais il s'agit plutôt de voir comment chacun peut inventer son style de conduite. Alors on pense à l'invite foucaldienne de faire de sa vie une œuvre d'art. Dans la lignée de Roland Barthes, Jean Gallard va analyser la gestuelle, j'espère que vous n'analysez pas trop la mienne, va analyser la gestuelle comme un langage poétique, c'est-à-dire une composition de signes dont l'aspect sensible affecte le regard, mettant ainsi en évidence le côté matériel des signes, le signifiant, et il voit dans les gestes d'un savoir-vivre créatif et singulier une rhétorique du comportement. Alors plus subtilement, il distingue l'acte du geste sans les opposer. Car le geste, dit-il, je cite, n'est pas autre chose que l'acte considéré dans la totalité de son déroulement, perçu en tant que tel, remarqué, retenu. L'acte est ce qu'il reste d'un geste dont on a oublié les moments et dont on n'envisage que les résultats. Et puisque le geste se donne à voir en tant que tel, tandis que l'acte se résume à ses effets, on l'a vu dans le foot d'ailleurs avec le but, le geste apparaît comme la poésie de l'acte. Traiter de la conduite d'une personne comme d'un art, c'est postuler que savoir être dans sa relation aux autres peut, comme le théâtre ou la musique, échapper aux modèles étriqués des bonnes manières et aux formes esthétiques conventionnelles. Alors cet art de vivre peut devenir le lieu privilégié d'une recherche en vue d'enrichir nos actes quotidiens par une réflexion et des concepts afin de fuir la platitude, la pauvreté des gestes stéréotypés, des comportements normalisés. Agir en s'exposant au regard d'autrui, c'est faire des gestes, symboliser notre manière d'être au monde. Le mot geste s'étend alors bien au-delà de son sens propre, mouvement, usage du corps, et devient au sens figuré le geste noble, dont le récit, ou la geste, comme on l'a vu aussi, le récit, inscrira la grandeur dans l'histoire, dans la mémoire populaire. S'exposer à la mort au nom de la justice, tenir tête à un adversaire bien plus puissant, entreprendre une action perdue d'avance, c'est agir pour la beauté du geste. Selon Jean Gallard, cette règle de vie requiert un art véritable, un travail de composition qui esthétise nos comportements. Mais cette esthétisation de l'agir, telle qu'elle se manifeste, par exemple avec brio dans les interventions du président ukrainien Zelensky, un acteur doué devenu chef politique, ne risque-t-elle pas de se renverser en son contraire? Car cela renvoie évidemment à l'intentionnalité du geste. Si seule la forme est vraie et vraiment belle, que cache-t-elle d'inavouable? N'hésitant pas à donner comme exemple d'un geste poétique celui d'Alfred Jarry. Alors voilà ce que dit Jean Gallard. Alfred Jarry tire au revolver contre le miroir d'un café. Et il conclut ce geste-là en invitant une dame. Maintenant que la glace est rompue, causons. Jean Gallard finit lui-même par apporter quelques nuances à sa vision trop esthétisante du monde. Et donc cela nous conduit à admettre qu'on ne peut comprendre la beauté indépendamment de son opposé, la laideur, et le beau geste indépendamment du vilain geste. Mais qu'est-ce qu'un vilain geste? C'est vilain, dit-on aux enfants qui n'ont pas adopté les codes de bonne conduite ou de savoir-vivre. On ne tire pas la langue aux passants, on ne bouscule pas ses petits camarades pour arriver le premier, etc. Le vilain geste désigne donc tantôt un comportement contraire aux bonnes mœurs, tantôt une négligence dans la manière de se présenter aux autres sans souci de paraître agréable à voir. La notion oscille entre morale et esthétique. Dans L'être et le néant, Sartre décrit une expérience de honte qui a trait à la gestuelle d'un sujet. Tant que ce dernier se croit seul, il s'autorise des gestes peu élégants. On peut dire par exemple qu'on se met le doigt dans le nez,
Et puis, quand il s'aperçoit que quelqu'un l'a observé, il éprouve de la honte. Ainsi, le caractère beau ou laid du comportement relève-t-il du rapport à autrui, et plus précisément du fait que je suis obligé, jugé par un autre, et que je deviens ainsi un objet pour lui. Or, je désire être un objet attractif, valorisé, ce qui implique un comportement qui va répondre au code, respecter les bonnes manières, et nous voilà revenus à une éthique de vie très conventionnelle. Aussi éloignée de la beauté que de la générosité et de la force d'âme, les deux formes essentielles de la vertu, chez Descartes comme chez Spinoza. Alors je reviens à la question de la beauté, mais de quelle beauté parlons-nous? Puisque je juge belle toute chose par laquelle j'accède à une expérience singulière qui engage mes sens, mon imagination, mon intelligence rationnelle et intuitive, et qui va donc ouvrir mon esprit à l'universel, l'analogie entre le jugement esthétique et le jugement moral peut, somme toute, être validée, mais à certaines conditions. C'est sans doute par la fréquentation, ça c'est ma réponse, c'est par la fréquentation des formes artistiques novatrices que nous pouvons retrouver l'intelligible au sein de l'immédiateté sensible. Car nous comprenons alors comment ce qui est saisi par les sens, parfois voilé, se transforme en regard sur le monde, mais un certain regard, comme celui de tel cinéaste ou de tel romancier. Et pour conclure, je prendrai comme exemple un passage du roman L'immortalité de Milan Kundera qui s'arrête sur la beauté d'un geste, le geste d'Agnès, une sexagénaire qui fait un geste de la main très léger, gracieux. Ce geste semble le même au narrateur qui se remémore les deux gestes, un geste ancien et ce geste nouveau, qui sont en fait la même expression gracieuse du geste. La beauté du geste exprime, selon Kundera, quelque chose qui est immortel parce que le geste semble même que celui dont se souvient le narrateur des années auparavant. Alors, j'aimerais dire que le terme d'immortalité n'est peut-être pas exactement celui que j'aurais employé. Je préfère donc cela désigne l'existence humaine qui peut en quelque sorte faire l'expérience hors du temps, expérimenter que quelque part en nous il y a de l'éternité, mais de l'éternité immanente et sans transcendance. Et donc je dirais, pour terminer, le terme philosophiquement exact serait le beau geste, quoi l'éternité. Je vous remercie.